Il y a 54 ans, l'humanité a cessé de marcher sur la Lune. Ce silence n'était pas seulement technologique, il était presque symbolique. Comme si quelque chose s'était interrompu dans notre trajectoire, comme si la promesse d'un futur interplanétaire avait été mise en pause au moment exact où nous commencions à comprendre notre place dans l'univers. En 1969, nous avons envoyé des êtres humains vers un autre monde avec une puissance informatique inférieure à celle d'une calculatrice moderne. Et pourtant, cela a fonctionné. 6 missions ont atteint la surface lunaire. 12 personnes ont laissé leurs empreintes dans la poussière grise, des traces qui n'ont jamais été effacées, car la Lune n'a ni vent ni pluie pour effacer l'histoire. Puis, presque soudainement, tout s'est arrêté. Pendant plus d'un demi-siècle, la Lune est restée silencieuse, intacte, comme un livre ouvert à la dernière page d'un chapitre inachevé. Une génération entière est née, a grandi et a vieilli sans jamais voir un nouvel être humain voyager au-delà de l'orbite terrestre basse. Mais maintenant, quelque chose a changé. Le 1er avril 2026, une fusée s'est élevée depuis le centre spatial Kennedy, transportant 4 astronautes à bord du vaisseau Orion. Ce n'est pas seulement un lancement. C'est une reprise. Un retour à une question que nous avions laissée suspendue dans le vide cosmique. Sommes-nous destinés à rester sur Terre, ou à devenir une espèce multiplanétaire ? Artemis II n'est pas seulement une mission spatiale. C'est une tentative de reprendre le fil d'une histoire interrompue. Une histoire qui avait commencé avec Apollo, mais qui n'avait jamais trouvé sa véritable conclusion. Car cette mission transporte plus que des astronautes. Elle transporte une nouvelle vision du futur humain. Pour la première fois depuis Apollo 17, des humains quittent l'orbite terrestre pour voyager vers la Lune. Mais contrairement aux missions du passé, ce voyage n'est pas seulement un symbole politique ou une démonstration technologique. Il représente une transformation stratégique dans la manière dont nous voyons l'exploration spatiale. Le véritable objectif n'est plus seulement d'atteindre la Lune, mais d'y rester. Et derrière cette ambition se cache une réalité que peu de personnes réalisent. Le programme Artemis n'a pas été conçu uniquement pour planter un drapeau. Il a été conçu pour préparer l'humanité à survivre au-delà de la Terre. Dans les dernières décennies, nous avons découvert que notre planète est plus fragile que nous ne l'avions imaginé. Des astéroïdes potentiellement dangereux, des changements climatiques rapides, des risques technologiques globaux, et même la possibilité d'événements cosmiques rares mais dévastateurs nous rappellent que dépendre d'un seul monde est une stratégie risquée pour une espèce intelligente. Pour la première fois dans l'histoire, nous possédons la technologie nécessaire pour réduire ce risque. Mais posséder la technologie ne signifie pas savoir l'utiliser correctement. Car le chemin vers Artemis II n'a pas été simple. En réalité, le programme a failli échouer avant même que la mission ne commence. Des retards, des dépassements de budget, des changements d'architecture, et surtout, un problème inattendu qui a inquiété les ingénieurs. Le bouclier thermique du vaisseau Orion, l'un des composants les plus critiques pour la survie de l'équipage lors du retour sur Terre, a montré des fissures après le vol test précédent. Plus de 100 zones ont présenté des anomalies dans le matériau conçu pour protéger le vaisseau contre des températures supérieures à 2700 degrés Celsius. Lorsqu'un vaisseau spatial revient de la Lune, il traverse l'atmosphère à une vitesse supérieure à 11 km par seconde. À cette vitesse, l'air devant le véhicule ne se contente pas de chauffer, il se transforme en plasma. La température devient suffisante pour faire fondre la plupart des métaux connus. Sans un bouclier thermique parfaitement fonctionnel, le retour sur Terre devient impossible. Et pourtant, malgré ces incertitudes, la mission a continué. Parce que ce moment représente quelque chose de plus grand qu'un simple vol. Il représente le moment où l'humanité décide si elle veut rester confinée à un seul monde, ou commencer à écrire l'histoire de sa présence dans le cosmos. Artemis II est maintenant dans l'espace. Et tout se joue dans ce voyage. Lorsque la capsule Orion a quitté l'atmosphère terrestre, elle n'a pas seulement transporté 4 astronautes. Elle a emporté avec elle des décennies d'ingénierie, des milliers d'heures de calcul, et une question silencieuse que chaque mission spatiale porte en elle depuis le début de l'ère moderne. Que se passe-t-il si quelque chose tourne mal, loin de la Terre ? Dans l'histoire de l'exploration spatiale, le danger n'a jamais été une abstraction. Il a toujours été présent, parfois invisible, parfois brutalement réel. Chaque mission habitée est un équilibre fragile entre précision mathématique et incertitude physique. Artemis II ne fait pas exception. En réalité, cette mission est considérée par certains ingénieurs comme l'un des tests les plus exigeants jamais réalisés pour un véhicule spatial habité. Contrairement aux missions en orbite basse, où la Station spatiale internationale peut servir de refuge en cas de problème,
un voyage vers la Lune place l'équipage à une distance où aucune intervention rapide n'est possible. À plus de 400 000 km de la Terre, toute erreur devient critique. Chaque système doit fonctionner parfaitement. Chaque matériau doit résister à des conditions extrêmes. Chaque décision doit être irréversible. Le vaisseau Orion a été conçu pour survivre à un environnement que peu d'engins spatiaux ont expérimenté dans l'histoire récente. Pendant la mission, les astronautes seront exposés à un niveau de rayonnement cosmique supérieur à celui rencontré en orbite terrestre basse. Sans la protection du champ magnétique terrestre, l'espace profond devient un environnement plus hostile, rempli de particules énergétiques provenant du Soleil et d'événements cosmiques lointains. Ce rayonnement peut traverser les matériaux conventionnels et affecter à la fois l'électronique du vaisseau et les cellules humaines. Les ingénieurs ont donc dû concevoir un système capable de protéger l'équipage tout en maintenant un poids suffisamment faible pour permettre le voyage. Mais la protection contre le rayonnement n'est qu'une partie du défi. Le véritable test commence au moment du retour. Lorsqu'Orion reviendra vers la Terre, il devra supporter l'une des phases les plus violentes de toute mission spatiale habitée. La rentrée atmosphérique depuis la Lune est fondamentalement différente de celle d'un véhicule revenant de l'orbite terrestre. La vitesse est beaucoup plus élevée. L'énergie cinétique accumulée pendant le voyage doit être dissipée en quelques minutes seulement. Et cette dissipation d'énergie se manifeste sous forme de chaleur extrême. Le bouclier thermique devient alors la seule barrière entre la survie et la destruction. Lors du test précédent, après le vol sans équipage, les ingénieurs ont observé un phénomène inattendu. Certaines parties du matériau ont montré des signes d'érosion plus importants que prévu. De petites fissures ont été identifiées, réparties sur plusieurs zones du bouclier. Ces fissures n'ont pas provoqué de défaillance immédiate, mais elles ont soulevé une question inquiétante. Que se passerait-il lors d'un vol habité ? Le matériau utilisé pour le bouclier thermique d'Orion est conçu pour se consumer de manière contrôlée pendant la rentrée atmosphérique. Ce processus, appelé ablation, permet d'évacuer la chaleur en sacrifiant progressivement une fine couche du matériau. Mais pour fonctionner correctement, ce processus doit rester parfaitement prévisible. Une fissure peut modifier la manière dont la chaleur se distribue sur la surface du vaisseau. Une variation locale de température peut créer des contraintes mécaniques supplémentaires. Et dans un environnement où chaque seconde compte, une petite anomalie peut amplifier ces effets de manière exponentielle. Les ingénieurs ont donc analysé chaque millimètre du bouclier thermique, cherchant à comprendre l'origine exacte de ces irrégularités. Était-ce un problème de fabrication ? Un effet inattendu des conditions de vol ? Ou un comportement encore mal compris du matériau dans certaines conditions spécifiques ? Après des mois d'analyse, la décision a été prise de poursuivre la mission, tout en apportant des ajustements aux modèles de simulation et aux procédures de sécurité. Mais cette décision révèle quelque chose de fondamental sur l'exploration spatiale. Nous ne testons jamais uniquement nos machines. Nous testons aussi notre capacité à accepter l'incertitude. Chaque mission habitée implique un niveau de risque que nous ne pouvons jamais réduire à zéro. La question devient alors philosophique autant que technologique. Jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour étendre la présence humaine au-delà de notre planète ? Car malgré toutes les avancées technologiques, l'exploration spatiale reste une entreprise profondément humaine. Elle implique du courage, de la confiance et une volonté d'avancer malgré l'inconnu. Les astronautes à bord d'Artemis II connaissent ces risques. Ils savent que chaque système a été testé, vérifié, analysé. Mais ils savent aussi qu'aucune simulation ne peut reproduire parfaitement la réalité d'un voyage dans l'espace profond. Et pourtant, ils ont accepté d'y aller. Parce que chaque génération hérite d'une frontière. Et la nôtre se trouve au-delà de la Terre. Artemis II ne consiste pas seulement à répéter ce que nous avons déjà accompli. Il s'agit de franchir une étape vers une présence permanente dans l'espace. Une étape vers la construction d'infrastructures lunaires. Une étape vers Mars. Une étape vers un futur dans lequel l'humanité ne dépend plus d'un seul monde. Mais avant d'atteindre cette vision, une vérité demeure. Chaque grande avancée commence par une mission fragile. Et pour Artemis II, cette fragilité est bien réelle. Le bouclier thermique n'est pas le seul élément qui a inquiété les ingénieurs. D'autres systèmes ont montré des comportements inattendus. Des fuites d'hydrogène ont été détectées lors de tests précédents. Des anomalies liées à l'hélium ont soulevé des questions sur la stabilité de certains mécanismes essentiels. Chaque problème a nécessité une analyse approfondie.
parfois une refonte partielle du système. Ce processus a ralenti le programme, augmenté les coûts, et alimenté les doutes sur la faisabilité du calendrier initial. Mais ces obstacles révèlent une réalité importante. L'exploration spatiale moderne est plus complexe que celle de l'ère Apollo. Nous ne cherchons plus seulement à atteindre la Lune. Nous cherchons à y construire une présence durable. Ce changement d'objectif transforme la nature même des missions. Il ne s'agit plus seulement de survivre à un voyage. Il s'agit de préparer une nouvelle phase de l'histoire humaine. Et cette transformation commence maintenant. Avec un vaisseau en route vers la Lune. Avec un bouclier thermique qui porte les traces d'un test imparfait. Avec une mission qui pourrait redéfinir la manière dont notre espèce voit son avenir. Le voyage d'Artemis II n'est pas seulement un retour vers la Lune. C'est un pas vers quelque chose de beaucoup plus vaste. Quelque chose qui dépasse la mission elle-même. Quelque chose qui pourrait déterminer la prochaine étape de notre évolution en tant qu'espèce. Pour comprendre pourquoi Artemis II est devenue l'une des missions les plus délicates de notre époque, il faut revenir à une question simple. Pourquoi avons-nous attendu si longtemps avant de retourner sur la Lune ? Après Apollo 17, en 1972, l'exploration lunaire habitée s'est interrompue. Officiellement, les raisons étaient économiques et politiques. Le programme Apollo avait atteint son objectif principal dans le contexte de la rivalité technologique entre les grandes puissances de l'époque. Une fois cet objectif accompli, l'urgence perçue a disparu. Mais derrière cette explication visible se cachait une réalité plus profonde. La Lune était devenue, paradoxalement, trop facile, et en même temps trop difficile. Les missions Apollo avaient démontré qu'il était possible d'atteindre la surface lunaire, mais elles avaient aussi révélé à quel point cette entreprise exigeait une mobilisation immense de ressources, d'ingénierie et de volonté politique. Maintenir un programme lunaire permanent aurait nécessité une vision à long terme qui dépassait les cycles politiques habituels. Au lieu de cela, l'exploration spatiale s'est réorientée vers l'orbite terrestre basse. La construction de stations spatiales est devenue la priorité. Skylab, puis Mir, puis la Station spatiale internationale ont permis de développer une présence humaine continue dans l'espace proche de la Terre. Ces plateformes ont permis d'étudier les effets de la microgravité sur le corps humain, de tester des technologies, et de préparer des missions plus ambitieuses. Mais pendant tout ce temps, la Lune est restée silencieuse. Les empreintes laissées dans le régolithe lunaire sont restées intactes, comme un rappel que l'humanité avait déjà franchi cette frontière, sans jamais vraiment s'y installer. Puis, au début du XXIe siècle, une nouvelle motivation est apparue. Les scientifiques ont commencé à comprendre que la Lune n'était pas seulement une destination symbolique. Elle pouvait devenir une plateforme stratégique pour l'exploration du système solaire. Les observations orbitales ont révélé la présence de glace d'eau dans certaines régions polaires de la Lune, en particulier dans des cratères qui restent perpétuellement dans l'ombre. Cette découverte a transformé la manière dont les ingénieurs envisagent la présence humaine sur la surface lunaire. L'eau n'est pas seulement essentielle à la survie humaine. Elle peut être décomposée en hydrogène et en oxygène. L'oxygène peut être utilisé pour la respiration. L'hydrogène et l'oxygène peuvent être utilisés comme carburant. Cela signifie que la Lune pourrait devenir une station de ravitaillement naturel pour des missions plus lointaines. Plutôt que de lancer tout le carburant depuis la Terre, il deviendrait possible d'utiliser les ressources locales. Ce concept, appelé utilisation des ressources in situ, pourrait réduire considérablement le coût et la complexité des missions vers Mars et au-delà. Mais pour que cette vision devienne réalité, une étape intermédiaire est nécessaire. Il faut retourner sur la Lune. Il faut comprendre comment survivre à long terme dans cet environnement. Il faut tester des technologies capables de fonctionner dans des conditions extrêmes. La température à la surface lunaire peut varier de plus de 200 degrés Celsius entre le jour et la nuit. La poussière lunaire est extrêmement abrasive. Elle peut endommager les joints mécaniques, les combinaisons spatiales et les instruments scientifiques. La faible gravité affecte la manière dont les structures doivent être conçues. Chaque détail doit être repensé. Le programme Artemis représente cette transition entre l'exploration symbolique et l'exploration durable. Mais cette transition implique également de nouveaux défis techniques. Le vaisseau Orion, la fusée de lancement, les systèmes de support de vie et l'architecture globale de la mission doivent fonctionner ensemble avec une précision extrême. Chaque composant dépend des autres. Une petite anomalie dans un système peut avoir des conséquences en cascade. Lors des phases de développement, plusieurs problèmes ont été identifiés.
Certains moteurs ont montré des variations inattendues de performance. Des composants ont dû être redessinés pour répondre à des exigences de sécurité plus strictes. Les systèmes de propulsion ont été soumis à des tests intensifs pour garantir leur fiabilité dans l'espace profond. Chaque test révélait de nouvelles informations, mais parfois aussi de nouvelles questions. La complexité du programme Artemis dépasse celle des missions Apollo pour une raison fondamentale. Nous ne cherchons plus seulement à atteindre la Lune. Nous cherchons à construire une infrastructure qui permettra des missions régulières. Cela implique la création de modules habitables, de systèmes logistiques, de nouvelles combinaisons spatiales, et même de nouvelles approches pour la production d'énergie. La Lune devient progressivement un laboratoire pour l'avenir de l'exploration humaine. Et Artemis II représente une étape critique dans cette transition. Contrairement à Apollo, cette mission ne comporte pas d'atterrissage. Son objectif principal est de tester le vaisseau Orion avec un équipage à bord, de vérifier que tous les systèmes fonctionnent correctement dans l'environnement de l'espace profond, et de préparer les missions suivantes. Mais même sans alunissage, cette mission reste extrêmement complexe. La trajectoire choisie pour Orion est conçue pour tester les limites du système. Le vaisseau voyagera bien au-delà de l'orbite lunaire avant de revenir vers la Terre. Cette trajectoire permet de simuler certaines conditions qui seront rencontrées lors de missions futures plus ambitieuses. Mais elle augmente également l'exposition à des risques supplémentaires. Plus la distance augmente, plus les possibilités d'intervention diminuent. L'équipage doit compter sur la fiabilité du véhicule et sur sa propre capacité à résoudre d'éventuels problèmes. Ce niveau d'autonomie représente un changement important par rapport aux missions en orbite basse. Dans l'espace profond, la communication avec la Terre subit un délai. Même si ce délai est relativement court pour la Lune, il reste suffisant pour compliquer certaines opérations en temps réel. Les astronautes doivent être capables de prendre des décisions rapidement. Ils doivent être capables de gérer des situations imprévues sans assistance immédiate. Cette autonomie est essentielle pour les futures missions vers Mars, où le délai de communication peut atteindre plusieurs dizaines de minutes. Artemis II sert donc également de préparation psychologique. Les équipages doivent s'habituer à l'idée d'être réellement éloignés de la Terre. Pour la première fois depuis plus d'un demi-siècle, des humains regarderont notre planète depuis une distance qui transforme sa perception. La Terre apparaîtra comme une sphère fragile, suspendue dans l'obscurité. Cette perspective a profondément marqué les astronautes des missions Apollo. Beaucoup ont décrit une transformation de leur manière de voir le monde. Ils ont réalisé à quel point notre planète est isolée dans l'immensité du cosmos. Ce changement de perspective est parfois appelé l'effet de surplomb. Il peut modifier la manière dont nous percevons notre rôle en tant qu'espèce. Artemis II pourrait raviver cette expérience pour une nouvelle génération. Mais avant d'atteindre ce moment symbolique, la mission doit surmonter une série d'épreuves techniques. Le voyage vers la Lune est une succession de phases critiques. Chaque phase doit se dérouler exactement comme prévu. Une erreur dans le timing d'une manœuvre peut modifier la trajectoire. Une défaillance dans un système de navigation peut compliquer le retour. Chaque paramètre doit être surveillé en permanence. La précision nécessaire est comparable à celle d'une intervention chirurgicale, mais réalisée à des centaines de milliers de kilomètres de distance. Dans cet environnement, la marge d'erreur devient extrêmement réduite. Et c'est précisément cette précision qui rend Artemis II si fascinante. Nous assistons à un moment où la technologie moderne tente d'accomplir quelque chose que nous n'avons pas réalisé depuis plus de 50 ans. Mais cette fois, l'objectif ne se limite pas à répéter le passé. Il s'agit de construire un pont vers l'avenir. Un pont entre la Terre et la Lune. Un pont entre notre histoire et notre prochaine étape évolutive. Et ce pont commence par un vaisseau qui voyage en ce moment même à travers le vide spatial. Lorsque l'on observe Artemis II uniquement comme une mission technique, il est facile d'oublier une dimension essentielle de ce voyage, la dimension humaine. 4 personnes se trouvent à bord du vaisseau Orion, chacune portant une responsabilité qui dépasse largement leur propre existence. Elles représentent non seulement leur nation, mais aussi plusieurs générations d'ingénieurs, de scientifiques et de rêveurs qui ont imaginé ce moment bien avant qu'il ne devienne possible. Le commandant Reed Wiseman n'est pas simplement un pilote expérimenté. Il est l'un des visages d'une nouvelle ère de l'exploration spatiale, une ère dans laquelle les astronautes ne sont plus seulement des visiteurs temporaires de l'espace, mais des pionniers d'une présence humaine durable au-delà de la Terre. À ses côtés se trouve Victor Glover, pilote de la mission,
dont l'expérience sur la Station spatiale internationale a contribué à préparer les protocoles nécessaires pour des missions de longue durée. Son rôle dépasse la simple navigation du vaisseau. Il participe à la validation de systèmes qui seront utilisés pour des voyages encore plus lointains. Christina Koch, spécialiste de mission, apporte une expérience unique dans le domaine de l'endurance humaine dans l'espace. Elle a participé à des missions prolongées en orbite terrestre, permettant aux chercheurs de mieux comprendre comment le corps humain s'adapte à l'absence de gravité pendant de longues périodes. Jeremy Hansen, représentant de l'Agence spatiale canadienne, complète l'équipage avec une expertise en ingénierie et en opérations complexes. Sa présence rappelle que l'exploration spatiale moderne n'est plus un projet isolé, mais une collaboration internationale qui dépasse les frontières traditionnelles. Cet équipage incarne une évolution importante dans la manière dont nous concevons les missions spatiales. Pendant l'ère Apollo, l'exploration de la Lune était principalement motivée par la compétition technologique entre grandes puissances. Aujourd'hui, Artemis représente une approche plus collaborative. Plusieurs agences spatiales participent au développement des technologies nécessaires pour construire une présence humaine durable au-delà de la Terre. Cette collaboration inclut le développement de modules orbitaux, de systèmes d'atterrissage et d'infrastructures qui permettront d'établir une activité continue dans l'environnement lunaire. Le projet de station orbitale lunaire, souvent appelé Gateway, constitue l'un des éléments clés de cette architecture. Cette station servira de point de transit entre la Terre et la surface lunaire. Elle permettra d'assembler des missions, de stocker du matériel, et de tester des technologies nécessaires pour des voyages plus lointains. Mais avant d'atteindre cette phase, Artemis II doit démontrer que le transport d'équipage vers l'espace profond peut être réalisé de manière fiable. La pression sur l'équipage est donc considérable. Chaque action, chaque procédure, chaque observation contribue à la validation d'un système qui pourrait être utilisé pendant des décennies. Contrairement aux missions précédentes, les astronautes d'Artemis II savent que leur mission ne sera pas la dernière. Ils participent à la création d'une continuité. Ils testent un système qui pourrait devenir la base d'une présence humaine régulière au-delà de l'orbite terrestre. Cette responsabilité influence la manière dont chaque détail est analysé. Chaque donnée recueillie pendant le vol sera étudiée avec une attention extrême. Les vibrations du lancement, la stabilité thermique du vaisseau, le comportement des systèmes électroniques dans l'environnement de l'espace profond, les réactions physiologiques de l'équipage. Même de petites variations peuvent fournir des informations précieuses pour améliorer les missions futures. Mais la dimension humaine ne se limite pas aux aspects techniques. Elle inclut également l'expérience psychologique du voyage. Lorsque les astronautes quitteront l'orbite terrestre, ils entreront dans un environnement où la Terre apparaîtra progressivement plus petite. La distance ne sera pas seulement physique. Elle sera également mentale. Dans l'espace profond, l'absence de repères familiers peut modifier la perception du temps. Les cycles jour-nuit ne correspondent plus au rythme terrestre. La sensation d'isolement peut devenir plus intense. Les missions Apollo ont montré que cette expérience peut produire un effet profondément introspectif. Certains astronautes ont décrit un sentiment de connexion plus fort avec l'humanité. D'autres ont ressenti une forme de fragilité en observant la Terre suspendue dans l'obscurité. Ce phénomène psychologique peut influencer la manière dont les astronautes prennent des décisions. Il peut également renforcer leur sentiment de responsabilité. Car lorsqu'ils regardent la Terre depuis l'espace profond, ils voient un monde sans frontières visibles. Un monde qui semble plus vulnérable. Un monde qui dépend de la stabilité de systèmes complexes. Artemis II offre à une nouvelle génération l'opportunité de vivre cette perspective. Mais cette perspective s'accompagne également d'un niveau d'exigence élevé. Les astronautes doivent maintenir un équilibre entre concentration technique et stabilité émotionnelle. Ils doivent être capables de gérer des situations imprévues tout en maintenant une communication efficace avec les équipes au sol. Cette capacité d'adaptation constitue l'une des compétences les plus importantes pour les missions futures. Car les voyages vers Mars nécessiteront une autonomie encore plus grande. Les équipages devront résoudre des problèmes sans assistance immédiate. Ils devront prendre des décisions qui pourraient influencer le succès de la mission. Artemis II sert donc également de préparation pour cette future génération d'explorateurs. Les données psychologiques recueillies pendant la mission permettront de mieux comprendre comment soutenir les équipages lors de voyages de longue durée. Ces informations pourront être utilisées pour améliorer la conception des habitats spatiaux.
La lumière, l'organisation de l'espace, les systèmes de communication, et même la manière dont les missions sont planifiées peuvent influencer le bien-être des astronautes. L'exploration spatiale moderne reconnaît que la technologie seule ne suffit pas. La dimension humaine doit être intégrée dès le début du processus de conception. Un vaisseau spatial n'est pas seulement une machine. C'est un environnement dans lequel des êtres humains doivent vivre et travailler dans des conditions extrêmes. Cette approche multidisciplinaire distingue Artemis des programmes précédents. Elle reflète une compréhension plus mature des défis de l'exploration spatiale. Mais malgré toutes ces avancées, une réalité demeure. Chaque mission habitée comporte un élément d'incertitude. Même avec des systèmes redondants, même avec des procédures rigoureuses, le risque ne peut jamais être totalement éliminé. C'est précisément cette incertitude qui rend l'exploration spatiale à la fois dangereuse et essentielle. Car sans accepter un certain niveau de risque, aucune frontière ne peut être franchie. L'équipage d'Artemis II représente cette volonté d'avancer malgré l'incertitude. Ils incarnent la continuité d'une tradition qui remonte aux premiers explorateurs. Une tradition basée sur la curiosité. Une tradition basée sur le courage. Une tradition basée sur l'idée que comprendre l'univers fait partie de notre nature. Mais dans le cas d'Artemis II, cette tradition prend une signification supplémentaire. Elle ne concerne plus seulement la découverte. Elle concerne la possibilité de garantir un avenir à long terme pour notre espèce. Et ce futur commence par un équipage qui s'éloigne progressivement de la Terre, emportant avec lui les espoirs d'une civilisation entière. Au-delà de l'équipage et de la technologie, Artemis II est aussi une mission qui redéfinit la manière dont nous comprenons la Lune elle-même. Pendant longtemps, notre satellite naturel a été considéré comme un monde géologiquement inactif, presque figé dans le temps. Une sphère silencieuse, couverte de cratères, témoin d'un passé ancien mais sans véritable rôle dans l'avenir de l'humanité. Aujourd'hui, cette perception a changé. Les observations réalisées par des sondes orbitales ont révélé que la Lune possède des caractéristiques qui pourraient la transformer en l'un des lieux les plus stratégiques du système solaire pour l'exploration humaine. L'une des découvertes les plus importantes concerne les régions polaires. Contrairement aux zones équatoriales explorées par les missions Apollo, certaines zones proches du pôle sud lunaire contiennent des cratères qui ne reçoivent jamais la lumière directe du Soleil. Ces régions restent plongées dans l'ombre permanente depuis des milliards d'années. Dans ces environnements extrêmement froids, la température peut descendre à des niveaux inférieurs à -150°C. Ces conditions permettent à la glace d'eau de rester stable sur de très longues périodes. La présence d'eau change complètement les possibilités d'exploration. L'eau peut être utilisée pour produire de l'oxygène respirable. Elle peut également être transformée en carburant. Cette ressource locale pourrait réduire la dépendance envers les lancements depuis la Terre. Chaque kilogramme envoyé dans l'espace nécessite une quantité importante d'énergie. Transporter du carburant depuis la Terre vers la Lune représente un coût considérable. Mais si ce carburant peut être produit directement sur place, les missions deviennent plus efficaces. La Lune pourrait devenir une étape intermédiaire pour les voyages vers Mars. Un point de ravitaillement naturel dans le système solaire interne. Cette idée transforme la Lune en plateforme stratégique. Mais exploiter ces ressources nécessite une compréhension approfondie de l'environnement lunaire. La poussière lunaire constitue l'un des défis majeurs. Contrairement au sable terrestre, les particules de régolithe lunaire ne sont pas arrondies par l'érosion de l'eau ou du vent. Elles sont extrêmement anguleuses et abrasives. Lors des missions Apollo, cette poussière a causé des problèmes inattendus. Elle s'est infiltrée dans les mécanismes. Elle a adhéré aux combinaisons spatiales. Elle a même provoqué des irritations respiratoires lorsque les astronautes sont retournés dans le module lunaire. Pour une présence humaine durable, ces effets doivent être contrôlés. Les nouvelles combinaisons spatiales développées pour le programme Artemis intègrent des matériaux plus résistants à l'abrasion. Les systèmes d'habitation devront également limiter l'accumulation de poussière. Chaque détail compte lorsque l'objectif est de maintenir une activité continue sur la surface lunaire. Mais la poussière n'est qu'un élément parmi d'autres. La gravité lunaire représente environ 1/6 de celle de la Terre. Ce niveau de gravité est suffisant pour influencer la physiologie humaine sur le long terme. Mais ses effets exacts restent encore partiellement inconnus. Des missions prolongées seront nécessaires pour comprendre comment le corps humain s'adapte à cet environnement. Les os, les muscles et le système cardiovasculaire peuvent réagir différemment à une gravité réduite.
Les recherches menées sur la Station spatiale internationale fournissent des indications précieuses. Mais la microgravité n'est pas identique à la gravité lunaire. La Lune offre un environnement intermédiaire qui doit être étudié directement. Artemis II constitue l'une des premières étapes vers cette compréhension. Même sans atterrissage, la mission contribue à valider les technologies nécessaires pour maintenir une présence humaine au-delà de l'orbite terrestre. Chaque système testé rapproche l'humanité de la possibilité de construire des habitats lunaires. Mais l'importance du pôle sud lunaire dépasse la question de l'eau. Certaines régions reçoivent une lumière solaire presque continue. Ces zones pourraient permettre la production d'énergie solaire de manière relativement stable. L'énergie constitue l'un des éléments les plus critiques pour toute présence humaine durable. Sans une source d'énergie fiable, les systèmes de support de vie ne peuvent pas fonctionner. Les communications deviennent limitées. Les opérations scientifiques deviennent impossibles. La combinaison de glace d'eau et d'exposition solaire crée un environnement unique. Un environnement qui pourrait permettre l'établissement d'une infrastructure stable. Le programme Artemis vise à exploiter ces caractéristiques. Mais avant d'atteindre cette phase, il est nécessaire de valider les systèmes de transport. Le vaisseau Orion constitue l'un des éléments centraux de cette architecture. Sa capacité à transporter des équipages vers l'espace profond représente une étape fondamentale. Mais cette capacité doit être démontrée de manière répétée. Chaque mission fournit des données essentielles. Ces données permettent d'améliorer les modèles de simulation. Elles permettent d'identifier des comportements inattendus. Elles permettent de renforcer la sécurité des missions futures. L'exploration spatiale moderne repose sur ce processus itératif. Chaque mission constitue une expérience. Chaque expérience améliore la compréhension du système. Chaque amélioration réduit l'incertitude. Mais même avec ce processus, certaines inconnues subsistent. Les environnements spatiaux extrêmes peuvent produire des effets difficiles à prévoir. Les matériaux peuvent réagir différemment après une exposition prolongée au vide et au rayonnement. Les systèmes électroniques peuvent subir des perturbations causées par des particules énergétiques. La navigation dans l'espace profond nécessite une précision extrême. Chaque composant doit fonctionner en harmonie avec l'ensemble du système. Cette complexité explique pourquoi le retour vers la Lune a pris autant de temps. Nous ne cherchons plus seulement à atteindre un objectif symbolique. Nous cherchons à construire une capacité durable. Cette transition nécessite une approche plus prudente. Une approche basée sur des tests progressifs. Artemis II représente l'une de ces étapes intermédiaires. Une étape qui permet de réduire les incertitudes avant d'entreprendre des missions plus ambitieuses. Mais malgré cette prudence, le voyage reste risqué. Chaque mission spatiale habitée comporte des variables impossibles à éliminer complètement. La nature même de l'exploration implique un certain niveau d'imprévisibilité. C'est précisément cette imprévisibilité qui rend chaque mission unique. Car au moment où le vaisseau Orion traverse le vide spatial, il ne transporte pas seulement des astronautes. Il transporte la possibilité d'un futur dans lequel l'humanité ne sera plus limitée à une seule planète. Un futur dans lequel la Lune deviendra la première étape d'une présence humaine plus vaste. Et ce futur dépend de la réussite de missions comme Artemis II. Mais malgré toute la préparation, toute la précision et toute la planification, il existe un moment dans chaque mission spatiale où la technologie rencontre ses limites. Ce moment se produit lorsque le vaisseau doit revenir. Le retour sur Terre est souvent perçu comme une simple conclusion du voyage, une phase presque routinière après les défis du lancement et du trajet dans l'espace profond. Mais en réalité, la rentrée atmosphérique constitue l'une des étapes les plus critiques de toute mission habitée. Pour Artemis II, cette phase représente peut-être le point le plus risqué de l'ensemble de la mission. Lorsqu'Orion entamera son retour, il se déplacera à une vitesse supérieure à 11 km par seconde. À cette vitesse, l'atmosphère terrestre devient une barrière énergétique extrêmement intense. L'air devant le vaisseau se comprime avec une telle violence qu'il atteint des températures capables de transformer les molécules en plasma incandescent. Ce plasma enveloppe le vaisseau dans une enveloppe lumineuse, produisant une chaleur qui peut dépasser 2700 degrés Celsius. À ces températures, la plupart des matériaux fondraient en quelques instants. Le bouclier thermique constitue donc une structure essentielle pour la survie de l'équipage. Contrairement à une protection rigide classique, ce bouclier est conçu pour se consumer progressivement. Une fine couche du matériau se détache de manière contrôlée,
emportant avec elle une partie de la chaleur générée par la friction avec l'atmosphère. Ce processus d'ablation agit comme un mécanisme de dissipation énergétique. Il transforme un problème thermique en un phénomène physiquement gérable. Mais pour fonctionner correctement, ce processus doit rester stable. Une irrégularité dans le matériau peut modifier la manière dont la chaleur est répartie. Une zone plus fragile peut s'éroder plus rapidement. Une différence de température peut provoquer une contrainte mécanique supplémentaire. Lors du test précédent, certaines zones du bouclier ont montré un comportement inattendu. De petites fissures ont été observées après le retour du vaisseau sans équipage. Ces fissures n'ont pas compromis la structure globale, mais elles ont attiré l'attention des ingénieurs. Car dans un environnement aussi extrême, même une anomalie mineure peut devenir critique. Chaque détail du bouclier thermique a été analysé avec une précision extrême. Les ingénieurs ont utilisé des simulations avancées pour comprendre comment la chaleur se propage à travers les différentes couches du matériau. Ils ont étudié la manière dont les contraintes mécaniques se développent pendant la phase de décélération. Ils ont comparé les données du vol-test avec les modèles théoriques. Ce processus a permis d'identifier plusieurs facteurs possibles. Des variations locales dans la structure du matériau. Des différences de comportement dues à la trajectoire spécifique du retour. Des interactions complexes entre température, pression et vitesse. Dans un environnement où les marges de sécurité sont déjà extrêmement réduites, chaque variable doit être comprise. La décision de poursuivre la mission habitée malgré ces observations reflète la confiance des ingénieurs dans la robustesse globale du système. Mais elle souligne également une réalité fondamentale. L'exploration spatiale implique toujours une part d'inconnu. Même avec les technologies les plus avancées, certains phénomènes ne peuvent être entièrement reproduits sur Terre. Les conditions exactes d'une rentrée atmosphérique depuis la Lune sont difficiles à simuler parfaitement. Les tests en laboratoire ne peuvent pas recréer toutes les interactions physiques qui se produisent pendant le vol réel. Chaque mission fournit donc de nouvelles informations. Chaque mission améliore la compréhension du système. Mais chaque mission comporte également un niveau de risque. Ce risque n'est pas une faiblesse du programme. Il fait partie du processus d'apprentissage. L'histoire de l'exploration spatiale montre que chaque génération de véhicules a nécessité des ajustements. Les premières capsules Mercury ont révélé des défis liés à la stabilité thermique. Les missions Gemini ont permis de tester des techniques de rendez-vous orbital. Apollo a introduit des systèmes capables de transporter des humains vers un autre monde. Chaque étape a contribué à construire la suivante. Orion représente la prochaine évolution de cette lignée. Un véhicule conçu pour transporter des équipages au-delà de l'orbite terrestre de manière régulière. Mais cette évolution implique également de nouvelles complexités. Les vitesses plus élevées, les distances plus grandes, et les durées de mission plus longues augmentent le nombre de variables à prendre en compte. Chaque composant doit fonctionner avec une fiabilité exceptionnelle. Le bouclier thermique n'est qu'un exemple de ces défis. D'autres systèmes doivent également fonctionner sans défaillance. Les systèmes de navigation doivent maintenir une trajectoire précise. Les systèmes de communication doivent fonctionner malgré la distance. Les systèmes de support de vie doivent maintenir des conditions stables pour l'équipage. Chaque élément dépend des autres. Une anomalie dans un système peut influencer l'ensemble du véhicule. Cette interdépendance rend l'ingénierie spatiale particulièrement exigeante. Mais elle révèle également la sophistication des technologies modernes. Nous sommes capables de concevoir des systèmes capables de fonctionner dans des environnements qui dépassent les conditions naturelles de notre planète. Nous sommes capables de modéliser des phénomènes physiques complexes. Nous sommes capables de prévoir des scénarios extrêmes. Et pourtant, malgré cette capacité, chaque mission reste une exploration. Une exploration non seulement de l'espace, mais aussi de notre propre compréhension de la physique. Artemis II représente un moment où la théorie rencontre la réalité. Un moment où des années de calcul sont confrontées aux conditions réelles du vol. Un moment où chaque donnée collectée peut influencer la conception des missions futures. Car l'objectif final ne se limite pas à une seule mission. Il s'agit de créer une capacité durable d'exploration. Une capacité qui permettra d'établir une présence humaine au-delà de la Terre. Mais pour atteindre cet objectif, chaque étape doit être validée. Chaque système doit être testé. Chaque incertitude doit être réduite.
La rentrée atmosphérique d'Orion constituera l'un des moments les plus observés de la mission. Des équipes d'ingénieurs analyseront chaque paramètre. La température, la pression, la distribution de la chaleur, le comportement du matériau. Ces données permettront d'améliorer la conception des boucliers thermiques futurs. Elles permettront d'augmenter la sécurité des missions suivantes. Elles permettront de réduire les risques pour les équipages. Mais au moment où Orion entamera sa descente vers la Terre, une réalité restera inchangée. Malgré toute la technologie, malgré toute la préparation, ce moment représentera toujours un passage à travers une frontière physique extrême. Une frontière où la vitesse, la chaleur et la gravité convergent. Une frontière qui doit être franchie avec précision. Car de l'autre côté de cette frontière se trouve la Terre. Le point de départ. Le point de retour. Et peut-être, le point à partir duquel l'humanité commencera véritablement à s'étendre dans le cosmos. Si l'on observe Artemis II dans une perspective plus large, cette mission dépasse largement la question de savoir si un vaisseau peut voyager jusqu'à la Lune et revenir en toute sécurité. Elle pose une question plus profonde. Sommes-nous prêts à franchir la prochaine étape de notre histoire en tant qu'espèce ? Depuis des milliers d'années, l'humanité a progressé en repoussant progressivement les frontières de son environnement. Nous avons traversé des océans que nous pensions infranchissables. Nous avons exploré des continents inconnus. Nous avons appris à voler. Puis nous avons quitté notre planète. Chaque étape semblait impossible avant de devenir inévitable. Mais l'espace représente une frontière différente. Contrairement aux explorations du passé, il ne s'agit pas simplement de découvrir un nouveau territoire. Il s'agit de survivre dans un environnement qui n'a jamais été conçu pour la vie humaine. Le vide spatial n'offre aucune protection naturelle. Il n'offre ni air respirable, ni température stable, ni champ magnétique protecteur. Chaque aspect de la survie doit être recréé artificiellement. Cela signifie que chaque mission spatiale habitée constitue une démonstration de notre capacité à construire des environnements autonomes. Des environnements capables de maintenir la vie dans des conditions extrêmes. Cette capacité pourrait devenir essentielle à long terme. La Terre reste le seul monde connu capable de soutenir la vie humaine de manière naturelle. Mais l'histoire de notre planète montre que les environnements peuvent évoluer. Les extinctions massives ont transformé la biosphère à plusieurs reprises. Des impacts d'astéroïdes, des éruptions volcaniques majeures, et des changements climatiques globaux ont modifié les conditions de vie sur Terre. La civilisation humaine moderne s'est développée pendant une période relativement stable. Mais cette stabilité ne peut pas être considérée comme permanente. La possibilité d'étendre la présence humaine au-delà de la Terre constitue une forme de résilience. Une manière de réduire la vulnérabilité à des événements globaux. Cette perspective explique pourquoi certaines agences spatiales considèrent l'exploration lunaire comme une étape stratégique. La Lune peut servir de laboratoire pour tester des technologies nécessaires à l'établissement d'habitats autonomes. Ces technologies incluent la production d'oxygène, la gestion de l'eau, la production d'énergie, et la construction de structures capables de résister à des environnements extrêmes. Chaque système développé pour la Lune peut être adapté pour d'autres destinations. Mars constitue l'objectif suivant. Mais atteindre Mars nécessite une préparation extensive. La distance entre la Terre et Mars est beaucoup plus grande que celle entre la Terre et la Lune. Une mission martienne peut durer plusieurs mois. Les équipages doivent être capables de fonctionner de manière autonome pendant de longues périodes. La communication avec la Terre peut être retardée de plusieurs dizaines de minutes. Les systèmes doivent être capables de fonctionner sans maintenance immédiate. La Lune offre un environnement intermédiaire qui permet de tester ses capacités. Elle se situe à une distance suffisante pour représenter un défi, mais suffisamment proche pour permettre une assistance relativement rapide en cas d'urgence. Artemis II constitue l'une des premières étapes vers cette préparation. La mission ne comporte pas d'alunissage, mais elle permet de tester les systèmes nécessaires pour transporter des équipages au-delà de l'orbite terrestre. Elle permet de valider la fiabilité du vaisseau Orion. Elle permet de tester les procédures opérationnelles. Elle permet d'évaluer la performance humaine dans l'espace profond. Mais au-delà de ces objectifs techniques, Artemis II possède également une dimension symbolique. Pour la première fois depuis plus d'un demi-siècle, des humains s'éloignent de la Terre avec l'intention explicite de revenir vers la Lune de manière régulière. Ce retour marque la fin d'une longue période d'absence.
Il marque également le début d'une nouvelle phase de l'exploration humaine. Une phase dans laquelle la présence humaine dans l'espace pourrait devenir plus fréquente, plus stable, plus durable. Mais cette transition ne sera pas immédiate. Elle nécessitera plusieurs missions supplémentaires. Chaque mission devra confirmer la fiabilité des systèmes. Chaque mission devra améliorer les procédures. Chaque mission devra réduire les incertitudes. L'exploration spatiale progresse par étapes. Chaque étape construit la suivante. Chaque mission contribue à l'ensemble du programme. Dans ce contexte, Artemis II représente une étape charnière. Une étape qui reconnecte le présent avec l'héritage du programme Apollo. Une étape qui ouvre la voie aux missions futures. Une étape qui transforme la Lune en destination stratégique plutôt qu'en simple symbole. Mais malgré cette vision ambitieuse, la réalité immédiate reste centrée sur une mission précise. Un vaisseau se trouve actuellement en route dans l'espace. Un équipage observe la Terre depuis une distance que peu d'êtres humains ont expérimentée. Chaque système fonctionne dans un environnement exigeant. Chaque paramètre est surveillé avec attention. Chaque donnée collectée contribuera à la conception des missions futures. Artemis II ne constitue pas une conclusion. Il constitue un début. Un début qui pourrait transformer la manière dont notre espèce perçoit son avenir. Un début qui pourrait marquer la transition entre une civilisation confinée à une seule planète et une civilisation capable de s'étendre dans le système solaire. Mais avant que cette vision ne devienne réalité, une étape reste essentielle. Le retour sur Terre. Le moment où toutes les technologies, toutes les décisions et tous les calculs seront mis à l'épreuve. Le moment où le bouclier thermique devra démontrer sa fiabilité. Le moment où l'équipage devra traverser la phase la plus intense du voyage. Car dans l'exploration spatiale, atteindre l'objectif n'est que la moitié du défi. Revenir en sécurité constitue l'autre moitié. Et c'est précisément ce retour qui déterminera la prochaine étape de l'histoire humaine dans l'espace. Il existe des moments dans l'histoire où une mission dépasse sa propre destination. Artemis II n'est pas seulement un vol autour de la Lune. C'est un signal silencieux que quelque chose a changé dans la trajectoire de notre civilisation. Pendant 54 ans, la Lune est restée immobile dans notre ciel nocturne, observée par des générations qui ont grandi sans voir un nouvel être humain s'approcher de sa surface. Elle est devenue un symbole d'un futur que nous avions brièvement touché, puis laissé derrière nous. Mais aujourd'hui, ce futur recommence à prendre forme. Le vaisseau Orion traverse actuellement le vide spatial, emportant avec lui bien plus que des instruments scientifiques et des systèmes de navigation. Il transporte une décision collective. La décision de ne plus considérer la Terre comme la seule scène possible de notre histoire. Car pour la première fois depuis plus d'un demi-siècle, nous ne retournons pas vers la Lune pour prouver que nous en sommes capables. Nous y retournons parce que nous avons compris que rester uniquement sur Terre pourrait ne pas être suffisant à long terme. L'exploration spatiale a toujours été motivée par la curiosité. Mais aujourd'hui, elle commence aussi à être motivée par la prévoyance. Notre planète reste notre foyer. Elle reste le seul monde que nous connaissons capable de soutenir la vie de manière naturelle. Mais elle n'est pas isolée des événements qui façonnent l'univers. Les impacts d'astéroïdes, les changements climatiques, les évolutions technologiques incontrôlées, tous ces facteurs rappellent que la stabilité n'est jamais garantie pour toujours. Étendre la présence humaine au-delà de la Terre ne signifie pas abandonner notre planète. Cela signifie réduire notre vulnérabilité. Cela signifie créer une continuité pour la connaissance, pour la culture, pour la vie elle-même. La Lune représente la première étape de cette continuité. Un monde suffisamment proche pour être atteint. Suffisamment différent pour nous obliger à évoluer. Suffisamment stable pour servir de base d'apprentissage. Artemis II constitue l'un des premiers pas vers cette transformation. Une mission qui teste la capacité humaine à voyager à nouveau au-delà de l'orbite terrestre. Une mission qui valide des technologies qui seront utilisées pendant des décennies. Une mission qui reconnecte notre présent avec une ambition que nous avions presque oubliée. Mais comme toute grande transition, ce moment comporte une part d'incertitude. Le bouclier thermique d'Orion porte encore les traces d'un test imparfait. Les systèmes ont été analysés, ajustés, améliorés. Mais l'exploration spatiale ne peut jamais être entièrement exempte de risques. Chaque génération d'explorateurs a accepté cette réalité. Chaque grande avancée a commencé par une étape fragile. Et pourtant,
Malgré cette fragilité, l'humanité a toujours avancé. Car la curiosité a toujours été plus forte que la peur de l'inconnu. Aujourd'hui, alors qu'Artemis II poursuit son voyage, une nouvelle question émerge. Comment notre civilisation changera-t-elle lorsque la présence humaine au-delà de la Terre deviendra normale? Lorsque la Lune deviendra un lieu de travail? Lorsque l'espace ne sera plus seulement un objet d'observation, mais un environnement habité? Cette transformation pourrait influencer la science. Elle pourrait influencer l'économie. Elle pourrait influencer la manière dont nous percevons notre identité en tant qu'espèce. Voir la Terre depuis l'espace a déjà changé la manière dont certains astronautes perçoivent le monde. Ils décrivent souvent une prise de conscience profonde. Une compréhension que les frontières que nous traçons sur les cartes n'existent pas depuis l'orbite. Une compréhension que notre planète est un système unique, fragile, interconnecté. Artemis II pourrait raviver cette perspective pour une nouvelle génération. Une génération qui devra prendre des décisions sur la manière dont nous utilisons l'espace. Sur la manière dont nous protégeons notre planète. Sur la manière dont nous construisons un futur durable. Car l'exploration spatiale ne consiste pas seulement à quitter la Terre. Elle consiste aussi à mieux comprendre pourquoi elle est précieuse. Plus nous observons l'univers, plus nous réalisons à quel point la vie est rare. Plus nous réalisons que notre planète constitue une exception remarquable. Cette prise de conscience pourrait devenir l'un des héritages les plus importants du programme Artemis. Un héritage qui dépasse la technologie. Un héritage qui touche à notre perception de la place de l'humanité dans le cosmos. Mais avant que ces transformations ne deviennent réalité, une étape reste encore à franchir. Le retour. Le moment où Orion devra traverser l'atmosphère terrestre à une vitesse extrême. Le moment où le bouclier thermique devra prouver sa fiabilité. Le moment où l'équipage devra franchir la phase la plus intense du voyage. Si ce retour se déroule comme prévu, il marquera plus qu'un simple succès technique. Il marquera la validation d'une nouvelle architecture pour l'exploration humaine. Il marquera la confirmation que l'humanité est prête à reprendre son expansion dans l'espace. Car chaque grande aventure commence par une première étape. Et parfois, cette première étape consiste simplement à revenir là où nous étions déjà allés. Mais cette fois, avec l'intention de rester. Artemis II n'est peut-être qu'un voyage de quelques jours. Mais ses implications pourraient s'étendre sur des siècles. Ce vaisseau transporte bien plus qu'un équipage. Il transporte la possibilité d'un futur dans lequel l'humanité ne sera plus limitée par une seule planète. Un futur dans lequel notre présence dans le cosmos deviendra une continuité naturelle de notre histoire. Et peut-être que, dans quelques générations, regarder la Terre depuis la Lune ne sera plus un événement rare. Ce sera simplement une autre perspective de ce que signifie être humain. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, cela signifie que la question de notre avenir dans l'univers vous intrigue aussi. Car comprendre l'espace, c'est aussi comprendre notre propre histoire. Et peut-être, notre propre destinée.